Camarades citoyennes, citoyens, merci tout d'abord d'être là pour la paix et la justice. Merci aux organisations qui ont signé l'appel et merci à celles et ceux qui nous ont rejoints par la suite. Nous, citoyennes et citoyens, sommes capables de réfléchir en dehors des sentiers battus et des doxas des médias dominants. Notre réflexion, notre travail et nos énergies doivent aller à l'encontre des opinions à l'emporte-pièce. On ne découpe pas un morceau de la réalité à l'emporte-pièce pour créer une réalité alternative. Une réalité où le débat est tranché, où il n'a même pas lieu. La réalité finit toujours par nous rattraper. Pour y parvenir plus rapidement, plus efficacement, soyons plus nuancés que les vindictes, les admonestations à se plier au prêt-à-penser et les oukases des dits médias. Posons-nous quelques minutes pour percevoir la réalité. La réalité, ce sont les 1400 morts dus à l'attaque terroriste du 7 octobre, majoritairement femmes et enfants. Mais c'est aussi cette rescapée du kibboutz de Be'eri qui, enterrant son frère, déclare que sa mort ne serve pas à une justification cynique pour tuer des innocents. La réalité, c'est Netanyahou qui en rajoute une louche dans la folie messianique en déclarant vouloir accomplir la prophétie d'Isaïe. Son gouvernement d'extrême droite plonge Israël dans un climat mortifère où toute déclaration en faveur de la paix est assimilée à un soutien aux fascistes du Hamas. Cela mène à des arrestations comme celle des militants de Debout Ensemble, une association qui regroupe juifs et arabes, qui avait juste placardé des affiches bilingues où l'on pouvait lire « Juifs et arabes, nous en sortirons ensemble ». Cela mène également à l'exclusion pour 45 jours du député communiste Ofer Kassif au motif de déclarations anti-israéliennes. La réalité, ce sont plus de 2 millions de Gazaouis enfermés dans une prison à ciel ouvert de 360 km² depuis 2007. Ça dure depuis 17 ans sur un territoire 17 fois plus petit que la Haute-Marne, mais avec 13 fois plus d'habitants. La réalité, c'est une punition collective sans discernement. Depuis le 9 octobre, ils et elles doivent faire face sans eau potable, sans électricité, sans carburant. Le tout sous les bombardements qui détruisent toute infrastructure nécessaire à une vie digne, écoles et hôpitaux. Ce sont plus de 7000 morts palestiniens et palestiniennes et presque 2000 disparus. La réalité, c'est l'histoire qui nous dit qu'aucune guerre asymétrique n'a produit autre chose que du chaos, de l'Afghanistan au Sahel et en passant par l'Irak. Il faudra donc un moment se rejoindre, un jour ou l'autre, autour d'une table. Il faudra donc rediscuter sur la base d'une solution à 2 États et pourquoi pas d'une idée de 2 peuples pour un État. Et c'est l'historien israélien Shlomo Sand qui nous dit ça dans son prochain livre. Dans ce contexte d'apartheid, de symbiose inquiétante entre religion et nationalisme qui prospère des 2 côtés, d'engrenage qui ne peut faire que monter le nihilisme du Hamas, dont les dirigeants, eux, sont bien au calme au Qatar, qui de mieux qu'un prisonnier politique qu'il l'est depuis 20 ans comme Marwan Barghouti. Comme le disait Yasser Arafat il y a 49 ans, presque jour pour jour à l'ONU, ne laissez pas tomber le rameau d'olivier. Plus de pogroms, pas de nouvelle Nakba, libération des otages, libération des prisonniers politiques, halte à la colonisation, vive la paix, vive la justice. Tu peux me tenir, je vais dire un petit mot. C'est l'avantage. Bravo papa. Bon, alors, moi je veux dire un petit mot au nom de Palestine 52. J'ai préparé un texte, mais on va faire comme ça. Plusieurs personnes nous ont demandé, enfin moi notamment, pourquoi c'était pas Palestine 52 qui s'occupait de ce rassemblement. On y a pensé, on en a discuté, et on est une petite association, on s'est pas senti les reins assez solides. Surtout que dans le climat actuel, avec les menaces qui ont été proférées contre des associations de l'AFPF, l'association France-Palestine Solidarité, auxquelles on est affilié, on a eu des arrestations, on a eu des amendes pour des choses futiles comme avoir un drapeau palestinien ou dire halte à la guerre, cessez le feu. Donc on ne se sentait pas à le faire. C'est donc le Parti communiste qui a pris la chose en main, qui nous a proposé de nous associer, ce qu'on a fait de bon cœur. Donc je ne vais pas dire ce que vous savez sans doute tous si vous êtes ici
vous savez la situation, vous la connaissez, je ne vais rien vous apprendre. Moi, je voudrais mettre l'accent sur notamment une déclaration de Nathalie Loiseau, il y a quelques jours, qui disait le problème, c'est que les Palestiniens n'ont pas de Mandela. Moi, il me semble qu'il y a d'autres problèmes dans ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien. Il y a d'autres problèmes, mais elle ne voit que ça. Eh bien si, il y a un Mandela palestinien, il s'appelle Marwan Barghouti, vous en avez sans doute entendu parler, il est en prison depuis 21 ans, il est condamné à 5 peines de prison à vie, plus 40 ans, parce que des fois que ça ne suffise pas, les 5 peines à vie. Il est donc en prison, dans les prisons israéliennes. Il a une capacité, c'est quelqu'un qui aurait la capacité de réunir les voix de Palestine, pratiquement toutes les voix de Palestine, des plus libéraux, plus révolutionnaires, il est vraiment un atout pour la paix. Et je pense que si on mène d'autres actions, il faudra réfléchir. Si on se contente pour nous à Chaumont de ce coup un petit peu pas très efficace, mais enfin il y a les vacances, il y a la pluie. Mais si on poursuit nos actions, moi je pense qu'il faudra vraiment mettre en tête le problème de la libération de Marwan Barghouti et des 5000 autres prisonniers, bien sûr. Mais je pense que vraiment on a une figure qui serait de nature à offrir une unité du peuple palestinien autour de valeurs et d'idées claires et la possibilité d'une paix voilà, qu'il faudra trouver parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On en est donc, Franck l'a dit, à 7500 morts, 2500 enfants. Ça ne peut pas durer comme ça, c'est pas possible. Hein. Il faut quand même que nos gouvernants ils prennent la mesure de ces massacres. Voilà, j'en dirai pas plus. Moi je peux dire un... Oui, bien sûr, bien sûr. S'il y a d'autres qui veulent prendre la parole. Oui. Moi je veux rappeler ce pourquoi effectivement on est là aussi, c'est-à-dire pour la paix et pour surtout un cessez-le-feu immédiat. L'ouverture effectivement d'un corridor humanitaire qui soit plus ouvert et qu'on arrête de laisser passer les camions au compte-gouttes. Et puis surtout, il faut qu'on pense à tous ces Palestiniens qui sont quand même massacrés, parce que l'ONU parle quand même de génocide, de nettoyage ethnique. On a 2 millions de personnes quand même qui sont sur un petit territoire, vous l'avez rappelé, effectivement, et qui n'ont nulle part à aller. Du nord, on leur dit d'aller vers le sud, et sur le sud, on bombarde. Les Israéliens bombardent il y a eu des hôpitaux, des différentes structures, il y a aussi les personnes qui amènent les secours. Enfin, je veux dire, les gens là-bas vivent un enfer, donc je pense que la chose la plus immédiate, c'est un cessez-le-feu tout de suite. Et puis après, effectivement, que les gens se mettent autour de la table, et puis la création de 2 États, parce que je pense que ça va être peut-être compliqué de vivre avec un seul État. Ça va pas être simple, mais la première chose à faire, je pense, c'est le cessez-le-feu, et puis après, on se met autour d'une table. Voilà. Moi, je voulais, en fait, c'est pas moi qui vais parler, c'est une romancière palestino-canadienne, Yara El Hadban, je prononce toujours mal son nom, qui a publié quelque chose dans l'Obs la semaine dernière, qui m'a beaucoup ému. Bon, c'était un article assez long, j'en ai pris des extraits qui pouvaient être compréhensibles par tout le monde dans les conditions où nous en sommes. Donc, elle nous dit « Je suis une écrivaine palestinienne. Et ça signifie que je suis supposée réconforter et consoler pour que les gens puissent avoir la conscience tranquille et ignorer qu'Israël est passé en mode vengeance avec le blanc-seing de la communauté internationale. Il faudrait que j'évite de déranger en évoquant la colonisation, l'enchaînement de violations du droit de la part du gouvernement d'Israël qui a conduit à ce déchaînement d'horreur. Et ça, je ne l'accepte pas. Comment pourrais-je taire les enfants morts à Gaza? Comment taire le génocide lent de tout un peuple, le mien, que toute la communauté internationale a préféré oublier?
Comment accepter notre effacement? Aujourd'hui, c'est tout un peuple qui est en train de se faire massacrer, de se faire bombarder, le tout sous le prétexte de la justice. Nous, Palestiniens, nous sommes totalement déshumanisés. On a décidé qu'il y avait d'un côté les barbares et de l'autre des victimes. J'ai peur, car tous les génocides commencent ainsi, quand on refuse à l'autre le statut d'être humain. C'est effrayant, car cela fait déjà des décennies que nous tentons d'élever nos voix sans que personne ne nous entende, parce que nos voix dérangent. Tous les experts en géopolitique nous expliquent que cet enchaînement était fatal. Je suis convaincu que nous sommes faits pour vivre ensemble. L'hébreu et l'arabe ne viennent-ils pas de la même racine? Notre terre a toujours été un carrefour de toutes les migrations, d'Afrique, de la péninsule arabique, de l'Europe. J'ai certainement des ancêtres juifs, byzantins, et probablement aussi croisés. Je crois qu'on peut pleurer sur la tragédie qui a frappé cette brève partie, tout en étant troublé par le lieu choisi pour cette fête, à 5 km d'une prison et sur les terres ancestrales des Gazaouis. On peut pleurer sur le massacre des civils dans les kibboutz, mais sans nier que des familles palestiniennes sont dépossédées quotidiennement quand elles ne sont pas massacrées. Je dois continuer à élever ma voix, car tout le monde voudrait que nous disparaissions, nous, Palestiniens. J'imagine une planète devenue inhabitable, dont le seul endroit où la vie est encore possible est la Palestine, où juifs, arabes, soldats, ex-colons, paysans, bédouins, migrants trouvent le moyen de vivre ensemble. Pour reconstruire, je m'obstine à espérer, et je me répète ces vers du poète palestinien Mahmoud Darwish: nous souffrons d'un mal incurable, l'espoir. Donc c'est cette dame-là que vous appelez. Lutte ouvrière, et je suis venu, même si je ne me retrouvais pas dans les termes de l'appel, parce que je voulais exprimer ma colère et ma rage devant le massacre qui est perpétré, devant le terrorisme d'État, de l'État d'Israël, qui est en train de transformer Gaza d'une prison à ciel ouvert en cimetière à ciel ouvert. Ça, c'est la première chose. Il y a une chose aussi, c'est que je ne fais absolument pas confiance aux grandes puissances impérialistes pour régler le problème, parce que c'est elles qui sont à l'origine de cette situation. C'est les grandes puissances britanniques, françaises, puis plus tard les États-Unis, qui ont monté les peuples les uns contre les autres et qui ont divisé pour mieux régner, pour régner sur une région riche en pétrole, pour régner par exemple en 1956 sur le canal de Suez, bref, pour garder la mainmise sur cette région. Et un des drames de cette terre, c'est que les politiques qui se sont imposées, ce sont des politiques nationalistes. Le nationalisme israélien d'un côté et le nationalisme palestinien de l'autre. Et en réalité, aucun de ces nationalismes n'est un espoir pour ces peuples. La preuve, c'est qu'il y a 50 ans, les nationalismes sionistes, c'est-à-dire le nationalisme israélien, n'a rien à voir avec l'ensemble des juifs, hein, je le rappelle, pour ceux qui font l'amalgame un peu trop facilement, où le nationalisme palestinien était dominé par des gens qui étaient vaguement classés à gauche. Aujourd'hui, le nationalisme, il a sa logique. Et des deux côtés, ce sont des dirigeants d'extrême droite et des intégristes religieux. Eh bien oui, c'est une logique. Et il faut casser cette logique. Et bien cette logique, pour nous, c'est la même qu'ici. C'est que les travailleurs, ils reprennent leur conscience de classe et ils se rendent compte que ce soit les travailleurs palestiniens ou les travailleurs d'Israël, ils ont un ennemi commun, c'est le capitalisme lui-même, c'est le système impérialiste. Et il y avait, il y a bien longtemps, un parti communiste de Palestine, dans les années 20 et 30, qui était révolutionnaire et qui, à ce moment-là, organisait ensemble les travailleurs juifs et les travailleurs arabes. Et ce qui donnait comme perspective, c'est de s'unir pour abattre le capitalisme. Et bien, plus que jamais, c'est la seule solution dans cette région comme dans le reste du monde. Et parce que dans cette situation, le capitalisme, Jaurès disait, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage.
Eh bien oui, il n'y aura jamais de paix tant qu'on sera sous le capitalisme. Alors voilà, c'est ça la perspective, c'est qu'on retrouve notre conscience de classe et qu'on abatte le capitalisme lui-même et l'impérialisme. Au Parti communiste d'avoir initié cet appel et en espérant qu'il y en ait beaucoup d'autres derrière et que la seule solution viable à aujourd'hui c'est un cessez-le-feu immédiat et tout faire pour avoir une région avec deux États, avec des civils, avec des gens de gauche comme effectivement il y en a eu beaucoup dans l'histoire et non un fou d'extrême droite ou des islamistes dangereux.